Spontanée des contrôleurs aériens. Le trafic des avions a repris ce mardi à 7h comme prévu à Bruxelles Airport. La reprise est par contre prévue à 9h30 pour les aéroports régionaux de Liège, Charleroi et Ostende. Le mouvement de grogne a contraint le gestionnaire du trafic à suspendre le trafic toute la nuit. Le centre de contrôle numérique de Namur doit être opérationnel dans les prochains mois pour assurer la gestion du trafic des avions au décollage et à l'atterrissage ainsi que tous les mouvements au sol à Charleroi et à Liège, et il semblerait que ce soit là que le bas blesse. Rien ne semble arrêter Israël et son premier ministre Benjamin Netanyahou. Une attaque sur l'hôpital de Tyr au Liban a provoqué des dégâts considérables, alors même que quelques heures plus tôt, Trump affirmait avoir eu des contacts qui promettaient l'apaisement tant du côté de Tel Aviv que du côté de Hezbollah. Trump a-t-il perdu la main au Moyen-Orient alors que le président aurait hurlé sur le premier ministre israélien au téléphone selon plusieurs médias américains? Ce matin, l'Iran claque la porte des négociations. Une importante attaque russe contre l'Ukraine tôt ce matin a fait 9 morts, dont 4 dans la capitale Kiev, touchés par des missiles balistiques. Il y aurait des dizaines de blessés selon les autorités locales ukrainiennes. Évoquons cette macabre découverte en Italie dans une station-service de la région de Calabre, dans le sud du pays. 3 corps carbonisés ont été extirpés d'un véhicule incendié. Probablement ceux de migrants qui travaillaient dans la région en tant que saisonniers, nous dit la police. De nombreuses personnes originaires d'Asie travaillent dans l'agriculture dans cette région pour des salaires très bas. Des critiques sont régulièrement émises sur leurs conditions de travail et les traitements dont ils sont victimes. 4 ans après le projet d'enlèvement de l'ancien ministre de la Justice, le libéral flamand Vincent Van Quickenborne, 3 des 10 suspects néerlandais interpellés depuis lors devraient comparaître pour tentative d'enlèvement, nous apprennent ce matin l'ensemble des quotidiens du nord du pays. Les malfrats agissaient pour le compte d'une bande criminelle impliquée dans le milieu de la drogue et que l'ancien ministre comptait bien combattre et même démanteler. Du foot ce soir avec le premier des 2 derniers matchs de préparation pour la Coupe du Monde. Avant la Tunisie à Bruxelles samedi soir, les Diables Rouges affrontent à 18h ce soir la Croatie de Rijeka. La Belgique peut s'attendre à un match difficile contre un adversaire d'un autre calibre que ceux rencontrés en qualification du mondial. Le ciel restera bien gris ce mardi avec des périodes de pluie ou d'averses parfois orageuses. Une courte accalmie transitoire pourrait toutefois se produire entre les averses du matin et celles liées au passage du front froid dans l'après-midi. Ces averses pourraient s'accompagner de bourrasques de vent, en tout cas au passage de celles les plus intenses, pas plus de 16 à 22 degrés côté température. Bonne matinée à tous, à tout à l'heure. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver Christian Quino en direct sur Impact FM et en image sur Impact News. On a nos invités aujourd'hui, Baptiste et Thierry Etienne sont avec nous. Bonjour. Bonjour Christian. Comment allez-vous ? Très bien, et toi ? Bien, très bien. Alors, on a beaucoup de chiffres à vous donner. On est là sur de la prévention. On en parlera un petit peu plus tard. Moi, j'ai quelques bonnes nouvelles à vous annoncer parce que quelque part, c'est un peu l'objectif de notre émission radio. On va commencer, par exemple, par une contrainte. Il faut quand même savoir qu'il faut qu'on en parle. Source Trends Tendance. PayPal, ça vous dit quelque chose ? Oui. Attention, PayPal finit la tolérance. Faut quand même vous le dire. Hein. Donc, PayPal Source Trends. Donc, depuis le 1er janvier, les entreprises belges assujetties à la TVA ont l'obligation de s'inscrire sur la plateforme de facturation électronique PayPal. Une tolérance de 3 mois avait été autorisée à condition que l'entreprise soit capable de démontrer qu'elle avait entrepris les démarches nécessaires pour se conformer à l'obligation. Mais il n'y est pas parvenu pour des raisons indépendantes de sa volonté. De fait, des remontées de terrain ont fait des problèmes de persistants dans certaines grosses entreprises bien connues. Ces périodes de tolérance ont pris fin donc le 1er avril. Attention, le SPF Finance peut donc commencer à appliquer les sanctions. Attention. 1 500 € pour la première infraction, 3 000 en cas de récidive, 5 000 encore pour la suite. Attention danger. Grand groupe, c'est une paille, mais évidemment, mais pour nous, ce qui nous concerne, et ici tout du moins, c'est pour les PME, les indépendants, les petites entreprises. Le SPF Finance précise quand même que les infractions seront examinées au cas par cas et il y aura évidemment tenu compte des situations particulières. À ce jour, 16% des entreprises belges ne sont pas encore en ordre. Bon, pas de panique, pas de panique, mais bon, suivez quand même vos dossiers parce que d'une manière ou d'une autre, il faudra bien y passer quelque part. Alors, juste ton avis, positif, négatif ? Nous y sommes, nous, donc ça ne nous pose aucun problème. Et je trouve toujours que le législateur est assez comique, puisqu'il met une date butoir le 1er avril. Et ce n'est pas un poisson. Et ce n'est pas un poisson. C'est pas mal.
Alors, au niveau des indépendants, un chiffre au niveau des indépendants, plus ou moins en Belgique. On est en train de battre un record, en fait, pour le moment. Ça te dit quelque chose? Tu as une idée de chiffre? Non, j'ai pas aucune idée. Et toi, Baptiste? Accrochons-nous, parce que c'est une ressource de revenus au niveau de la TVA, quand même, hein, parce qu'on est les pourvoyeurs de la TVA, on est bien d'accord. 1,33 million. C'est le nombre record d'indépendants en Belgique en 2025. C'est quand même pas mal, 1,33 million. Donc je vais vous dire, source toujours du Trends, on continue toujours dans cette application. Alors, une croissance également. Il y a de plus en plus d'indépendants, mais apparemment, il y a une croissance également, disons, en Belgique, au niveau des nuitées. Alors ça monte. Alors quand savoir un chiffre important, je sais pas, mon cher Patrick, mon cher Thierry, si vous êtes des adeptes de l'hôtellerie, on en verra après. En Belgique, passer de temps en temps une escapade à la mer ou... Oui, ça m'arrive. Ah bien, et dans quelle région, mon cher? La mer, je sais pas moi, à Coxy, de La Panne, il y a plein d'endroits. Oui. Les classiques, les grands classiques. Les classiques, oui. Les grands Blankenberg. classiques. Et vous? C'est plutôt les Ardennes, la Semois. Voilà, donc vous êtes friand de la région, je crois. Oui. Lié aux bonnes assiettes, je me trompe. Évidemment. J'ai les photos chez les profs. 13,4 millions, c'est le nombre de nuitées réservées en Belgique via les plateformes collaboratives. Selon Eurostat, c'est un nouveau record. C'est quand même pas mal. 13,4 millions, donc génère de l'emploi, génère un sacré mouvement au niveau des fournisseurs, des petits indépendants, des producteurs. C'est évidemment une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Et puis, oui, je vais plonger sur l'Oreca, justement, parce que nous avons une famille bien connue du côté de Francorchamps. C'est la famille Aubinet, parce que l'hôtel-restaurant va fêter son siècle. Alors, dans l'Oreca, c'est quand même pas courant. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, tout du moins, nous les saluons. 100 ans, la même famille, au même endroit, et qui ont été étoilés quand même, et j'ai pas mes notes pour me le dire, de 1962 à 1989, avec le père Yvon et Bernard Roubinet. C'est quand même pas mal. Maintenant, évidemment, il y a une reprise, mais ça fait quand même un siècle qu'ils sont en place, alors qu'à l'origine, c'est une forgerie. Donc, vous savez savoir qu'il y a comme quelqu'un un jour qui a pensé à faire des sandwichs, et puis les sandwichs un peu mieux, puis un peu mieux. C'est un siècle, et je trouve que c'est une belle coïncidence, parce qu'ils ne sont pas les seuls, même si c'est très rare. Le Comme chez soi fait son siècle également. Alors moi je ne sais pas s'ils nous écoutent. Comme chez soi, peu de chance, peut-être Francorchamps, mais pourquoi n'organiser pas un repas commun? Parce qu'on est quand même sur deux familles, un siècle de l'Orica, un à Bruxelles, l'autre à Francorchamps. Moi je ne sais pas si je viens d'inventer le repas à 4 mains, mais bon, c'est peut-être l'idée. Voilà, je la lance. Et au niveau des chiffres, tant que nous y sommes, il y a quand même quelque chose d'interpellant. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour l'AFN, peut-être, c'est une entreprise de notre région. Il faut quand même savoir que... à bon entendeur ou pas. Moi, je vous donne juste le chiffre. Le Train Tendance a publié ça. 1500 milliards en dollars. Accrochez-vous bien, c'est le budget destiné à la défense demandé, pas par la Belgique, par Donald Trump pour 2027, soit une augmentation de 47%. Alors, je ne sais pas où le sera en 2027. Toujours est-il que cette croissance est quand même importante, si même qu'il y a un dixième de cela, et qu'on en a quelques... pour notre entreprise ici en Wallonie, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle. Voilà, je vous le dis. Il faut savoir que nous sommes en contact, nous autres, avec les majors de l'armement actuellement. Et il y a des gros projets d'agrandissement de certaines unités de production dont je ne citerai pas les noms. Donc oui, il y aura des retombées économiques pour la Belgique. Je le crois, c'est indéniable. La situation géopolitique est signalée. Et donc voilà, si nos entreprises peuvent un peu en profiter, pourquoi pas, une fois que c'est dans ce sens-là et pas dans l'inverse. Mon cher Thierry Etienne, vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu avec le fils, avec le gamin, avec Baptiste, une entreprise familiale, Asmat. On va en parler, consultant, qualité, sécurité, en parenthèse environnement, ingénierie Céveso, sûreté logistique. C'est un sacré programme. Alors j'ai été gratter un petit peu. Je pense que votre première préoccupation, c'était le transport maritime. Je me trompe? J'ai commencé ma carrière comme inspecteur pétrochimique il y a bien des années où, fondamentalement, on nous faisait déjà faire de la sécurité puisqu'on assurait la sécurité à l'interface des pétroliers et ainsi de suite. Et puis progressivement, dans ma carrière, vu cette spécialité où nous n'étions que 35 000 dans le monde, je suis passé sur un géant sucrier allemand qui construisait une usine de bioéthanol en Belgique. Et en fin de compte, j'ai décidé de remettre ma carrière en perspective parce que je pensais qu'il était utile que je me voue à la prévention et à avoir un regard un peu différent que ce que l'on entend parler maintenant, les budgets, les EBITDA, les cutbacks et ainsi de suite. On n'entend plus que ça. Bien.
Et donc ici, notre témoignage, enfin ton témoignage ici, c'est une approche, un conseil au niveau de l'indépendant et de la micro-entreprise. Donc moins de 10, c'est déjà pas mal, c'est quand même 70% de l'emploi, on ne peut pas l'oublier, on le nie. Donc Dieu sait si son importance. Donc je pourrais poser la question, mais quelle est ta plus petite demande et la plus grande demande que tu as eue jusqu'à présent dans ta carrière? Ben, la plus petite demande qu'on peut avoir, c'est un petit garagiste qui a 2 fosses, qui emploie 4-5 mécaniciens et qui fondamentalement est très spécialisé dans son métier, mais ne sait pas très bien comment il doit s'y prendre en termes de permis d'environnement, en termes de prévention des risques. Et il faut savoir que dans un garage, puisque tu es un passionné d'automobile, il y a une pléthore de risques de dangers qui sont présents. Et puis les plus grosses, c'est Fluxys, c'est Google, ça c'est les majors, hein, c'est DHL, Supply Chain et des choses comme ça. Mais Baptiste et moi, je pense, il peut le témoigner, nous on ne considère pas un client par rapport à son chiffre d'affaires, on le considère par rapport à son projet. Et en fait, en définitive, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de gros clients. Oui, en fait, c'est un défi pour chaque poste, quelque exact, part. Tout à fait. Parce que là, ici, le bureau ASMAT, on en viendra un peu sur l'origine. C'est un peu un bureau qu'on pourrait simuler à un service d'un avocat. Vaut mieux consulter avant qu'après. Parce que d'un côté, le premier, c'est peut-être le financier. Concernant ASMAT, c'est peut-être la vie d'une personne. Hein, parce que j'ai repris quelques chiffres. Bon, et ceci dit, en parenthèse, mesdames et messieurs, vous nous écoutez, vous êtes indépendant, petite entreprise. Vous avez une croissance, un développement que ça. Je vous conseillerais quand même de noter cette adresse mail, studio@impactradio.be, studio@impactradionamo.be ou le 080 33 78 00, parce qu'en fin d'émission, une petite surprise qui vous concerne, donc soyez attentifs. Au niveau des chiffres, ça arrive très bientôt. Bien. Alors, si je reprends dans le top 3, top 4, plus ou moins, des accidents, entre guillemets, de travail, donc ce que toi, tu vas essayer de ralentir, de stopper, c'est peut-être un peu... c'est utopique. Un peu, oui. Bon, on peut essayer quand même, quelque part. On doit annoncer qu'on cherche la tolérance zéro en termes d'accidents, mais... oui, malheureusement, il y a toujours la distraction. Il y a le facteur humain est quelque chose qui est difficile à juguler. On dit la distraction le lundi matin aussi. Bon, bref. Ou l'approche des grandes vacances. Oui, voilà. Et donc... Plus de 20% des accidents de travail, mon cher Patrick, une idée? Plus de 20% des accidents de travail, vous aurez une idée, ce que c'est? J'ai pas d'idée. Pas d'idée. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver, vous, au studio? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Oui, par exemple, avec la fenêtre ouverte, là. Ah Parce qu'il fait tellement lourd, il fait tellement chaud. Alors, moi, ici, qu'est-ce que je risque? Oui, peut-être une ampoule qui se décolle du plafond. Oui, le plafond, c'est vrai qu'on est dans les petits studios de l'IMPAC. Bon, voilà, donc, très sérieusement. Plus de 20% d'accidents de travail sont survenus de l'utilisation de machines ou d'un véhicule. Donc, évidemment, machine de levage. Donc, on pense communément au Clark et compagnie. Donc, est-ce qu'il y a un manque de formation dès le départ? Ça, c'est possible. Si j'arrive à 19%, c'est les entorses et les coupures. Donc, ça, c'est important. 15% travail à hauteur. Évidemment, ça reste aussi, je termine 10%, et c'est quand même assez incroyable. Bon, matériel mal fixé, les outils qui tombent. Donc tu veux dire que quand je prends tous ces éléments-là, il y a souvent un point commun, je ne sais pas si tu es super pote avec l'entreprise, mais il y a tout l'équipement qu'on doit avoir, que ce soit les casques, que ce soit le gant, que ce soit les chaussures de sécurité. C'est quand même énorme. Donc la tenue au niveau du travail, est-ce que c'est quelque chose qui est réellement respecté? Alors ce qui met comme question, c'est pas est-ce que c'est respecté, est-ce qu'il y a une réelle motivation d'équipement du personnel? Est-ce que les entreprises se posent réellement la question de dire bon voilà, le budget il est autant, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a cette motivation à rechercher? Puisque il faut savoir qu'un absent coûte très cher dans l'entreprise. Il faut savoir déjà que justement cette question-là de quel budget on va allouer à des équipements de protection individuelle, ça va les 3/4 du temps venir du conseiller en prévention de la boîte. S'il n'y en a pas, ça doit venir du patron qui n'a peut-être pas la connaissance de tout ça. Et puis après, j'ai envie de te dire, Christian, que faire le budget et commander les équipements de protection, c'est pas encore suffisant. Après, il faut que les gens acceptent de les porter. Et c'est là la plus grande difficulté. À la limite, trouver l'argent, on y arrive, mais c'est convaincre les gens qu'il faut qu'ils les portent, qui est compliqué. Tu crois qu'il y a une difficulté parce qu'on travaille en extérieur ou en intérieur? Est-ce qu'il y a cette notion en extérieur ou quelque part? En fait, bon, quand on est assez jeune, on ne dit plus rien arriver. Hein, on avance son âge, on est moins rapide, on a moins de réflexes. Il faut quand même se dire que c'est quand même pour vous sauver une main, un doigt, un pied, que sais-je, votre vie, quelque part. La problématique générale, c'est qu'il est important de faire comprendre, si on aborde cette thématique, qu'un équipement de protection individuelle a
pour objectif de réduire la gravité d'une blessure et peut-être pas de l'empêcher. Oui, tout à fait. Je prends un exemple, tu es au pied d'un échafaudage, il y a une brique qui tombe du premier étage de l'échafaudage, elle te casse le casque, mais tu as quand même au minimum un tassement des vertèbres, donc tu te souviendras toute ta vie. Alors, la question que je ne pose pas, je pose quand même, cette réflexion au niveau de l'instauration de risques professionnels, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez une idée de date, plus ou moins ? Soyez attentifs à cette date, les amis, soyez attentifs. RGPT, c'est 49, Règlement général pour la protection des travailleurs. Alors, 49 ou 48. Vraiment, l'instauration professionnelle remonte, ici en Belgique, au 24 décembre 1903. Ça ne date pas d'aujourd'hui quand même. Hein. Donc évidemment, c'est l'ère industrielle. C'est là qu'on se rend compte que beaucoup d'ouvriers tombent comme des mouches et qu'il faut peut-être trouver quelque part de la prévention. Donc ça remonte quand même il y a plus d'un siècle. Donc sur le fond, on s'en inquiète et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc moi je voudrais presque te dire, si tu avais le conseil à donner, c'est presque la question en fin de séquence, on n'y est pas encore, mais si tu avais vraiment, suite à ton expérience, vous deux, Thierry et Baptiste, le conseil à donner, ce c'est quoi, le conseil de base à donner je te dirais que, puisqu'on s'adresse aussi aux micro-entreprises de 5-10 employés, obtenir un numéro de TVA, créer une société, passer chez le notaire, ça prend un mois. Sauf que là, derrière, tu es livré à toi-même et en fonction de tes activités, comment est-ce que tu vas protéger tes travailleurs, comment est-ce que tu vas avoir un plan de prévention, t'assurer qu'il est respecté. J'ai envie de te dire, il y a suffisamment de consultants, il y a suffisamment de services externes. N'hésitez jamais à prendre un contact. Je dis toujours la même chose, mais le premier contact, c'est comme chez un avocat, c'est pas payant. Hein, ouais. Donc déjà, contacter quelqu'un en disant « j'ai cette activité-là, je ne suis pas sûr ». Qu'au travers de cette activité-là, j'ai la maîtrise de tous mes dangers, donc que l'exposition au risque est fortement réduite, c'est déjà une démarche positive. Moi, nous ne sommes jamais dogmatiques avec Baptiste, dans ce sens où quelqu'un qui crée sa structure, il doit d'abord développer son business, et puis à un moment donné, il se rend compte que ça se développe, et qu'il a des trous dans la raquette. Hein. Tu parles de santé et de sécurité, mais on peut aussi dire qu'il a des citernes à mazout, qu'il a des équipements qui sont soumis à permis d'environnement, et il n'est pas en ordre de ce point de vue-là non plus. Donc n'hésitez jamais à former un numéro, à peut-être demander l'avis préalable de 3-4 bureaux pour trouver le bureau qui va vous convenir le mieux, avec lequel vous allez pouvoir établir une relation win-win. Alors, moi je vais prendre une image facile. Il y a l'obligation légale, je roule en moto, c'est mon cas, je suis obligé de mettre mon casque. Bien. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une obligation légale par rapport à une activité ou, je ne sais pas, je pose la question, tout ouvrier sur le chantier est l'obligation légale de porter son casque? L'obligation légale, elle est reprise dans la loi du 4 août 96 et dans ce que l'on appelle les arrêtés royaux qui sont transférés dans le Code du bien-être, qui traite notamment de la politique de bien-être, qui donne un certain nombre d'obligations à l'ouvrier, mais les obligations sont identiques chez l'employeur. C'est-à-dire que l'ouvrier a l'obligation de porter ses EPI. Ça, c'est marqué noir sur blanc dans la législation. L'employeur et ses lignes hiérarchiques, c'est vraiment très théorique, mais il a l'obligation de faire respecter cette obligation. Ça veut dire que techniquement et juridiquement parlant, et ça c'est le moment un peu désagréable, on pourrait arriver à licencier sans indemnité de départ un ouvrier qui refuserait de porter ses EPI. D'accord. Alors, tous ces rappels d'informations, il y a l'aspect visuel. Ça veut dire qu'on arrive sur un chantier, je prends un chantier au secteur de la construction, Dieu sait s'il y en a, et au bord de nos routes, nos très chères routes, le panneau d'information. Il y a aussi le panneau d'information, les logos, toute cette déclinaison qui n'est pas manuscrite, mais qui est compréhensible au plus grand nombre. Il y a aussi, à mon avis, une application, tout du moins un rappel de la tenue à porter sur le chantier. T'en penses quoi, toi? Tout à fait, c'est une obligation. Ah. Donc, à l'entrée des chantiers, l'obligation est de rappeler tout ce qu'il faut porter, qui est l'auteur du projet, oui. Quelle est la société qui va faire le projet, oui. Qui est le coordinateur de santé et sécurité pour les chantiers temporaires et mobiles. Et donc, forcément, ça, c'est un rappel obligatoire. C'est un rappel obligatoire. Des règles minimales. Et c'est existant, c'est en place? Vous le constatez, il y a un manquement là-dessus? Je vais dire que dans la région, on n'est pas loin d'Esprimont, on n'est pas loin de grandes sociétés. Eux arrivent à le respecter. Si tu prends des plus petites structures où il y a 5 maçons, généralement, tu n'as pas de panneau avec il y a justement prévention à l'entrée. Il y a une obligation de visibilité à partir d'un certain nombre ou pas? Non, c'est systématique. D'accord, ok. Donc, je suis à 2 sur mon chantier, je devrais avoir le faire, en fait. Et donc, parfois, tu as des petits... Allez, si tu prends le secteur de la construction, tu as des petits... Moi, j'appelle plus ça des boîtes de construction, j'appelle ça des artisans.
eh ben, il voit débarquer un inspecteur du bien-être qui dit chantier à l'arrêt jusqu'à mise en ordre. Oui, mais chantier à l'arrêt jusqu'à mise en ordre, ça coûte combien? Oui. Si c'est un petit artisan qui a été pris par un industriel et qui lui a fait signer un contrat dans lequel il y a des astreintes de retard, pour finir, il laissera sa marge bénéficiaire dans l'astreinte de retard. D'accord. Alors, la question que je pose, est-ce que c'est complémentaire? Je prends les entreprises que tout le monde connaît, tout le monde je le pense. Vassot. Donc Vassot va venir vérifier du matériel dans les ateliers, les ponts et autres. Est-ce que vous avez une complicité avec des entreprises telles que Vassot, par exemple? Allez, pour les règles déontologiques, on va dire Vassot, OCB et Apragaz. Oui, Comme ça, on en a cité 3. Oui. Donc, ce sont des services externes de contrôle technique quand ça concerne le bien-être au travail, et ce sont des organismes agréés quand ça concerne les réglementations liées au permis d'environnement. D'accord. On a des interactions avec ces sociétés parce qu'évidemment, prenons l'exemple, un pont, une grue de levage de 450 tonnes qui n'a pas été contrôlée trimestriellement, elle ne peut pas opérer. D'accord. Donc, par exemple, tu as des petits entrepreneurs. Oh, c'est pas grave, je n'ai pas montré la sangle au gars de chez Vassot, il la verra dans 3 mois. Non, il doit la retirer du chantier. Elle n'a pas été contrôlée et on ne peut plus l'utiliser. Et ça, c'est pas encore dans l'inconscient collectif. Alors, on a vu des chantiers colossales. La montée des fameuses éoliennes. On a des grues gigantesques. Alors, est-ce qu'il y a un organisme comme le tien et Vassot qui doit être présent à la mise en place et qui certifie que le sol est stable? Comment ça fonctionne? On ne monte pas une grille, je prends les éoliennes parce que c'est vrai que c'est un peu dingue, mais on doit monter un building de 6-7 étages, donc on voit une grue qui est à 40 mètres. Est-ce qu'avant le montage, il y a une société qui doit vérifier la stabilité Mon du chantier? spécialiste levage est à ma droite. S'il vous plaît. Mon spécialiste levage est à ma droite. Donc en gros, si tu veux une vision rapide de tout ce qui doit être fait pour un levage un peu comme ça, où tu dois vérifier la stabilité, etc., la première chose, c'est que le conducteur de travaux qui va faire ce levage, il va venir vers le conseiller en prévention ou vers un consultant en disant « Je dois faire cette activité-là. Qu'est-ce qu'il me faut ?» Oui. Nous, après, on va analyser, ou le conseiller en prévention va analyser ce qu'il faut. Et par exemple, pour un levage lourd, il va dire « Il me faut un test de stabilité. » Ça, il n'y a pas encore tellement besoin de Vassot. Mais ça, c'est toutes déjà des barrières de protection que tu peux mettre, enfin de prévention, que tu peux mettre pour éviter l'acte. Après, ce sera le contrôle trimestriel pour la grue et pour les accessoires. Et l'intervention d'architecte quand même, non? L'architecte a pas de responsabilité au niveau de la stabilité? Non, la stabilité, en fait, c'est pour ça qu'on fait des terres chaulées. Notamment, c'est pour augmenter la portance du sol. Mais c'est la responsabilité de l'entrepreneur général et du maître d'ouvrage qui a fait le génie civil. C'est d'assurer la stabilité. Et s'il n'a pas assez de stabilité, il doit ramener de la terre chaulée et donner de la portance au sol pour qu'on puisse placer la grue. Donc la mise en place extérieure est toujours sous l'emprise et responsabilité de l'entrepreneur général. Oui. Donc il y a son secteur, il y a tout ce qui est autour pour être certain que ça ne bascule pas. C'est des fameuses compétences complémentaires à avoir parce qu'on est quand même dans un registre quelque part un peu différent. L'étude des sols, c'est un métier ça, non? Oui, et c'est là la richesse du métier que nous faisons avec Baptiste, c'est qu'on doit être, et c'est d'ailleurs les études, puisque nous enseignons à l'université aussi, c'est la richesse, tu dois avoir un panel, une visibilité, et tu dois avoir un appétit sur la connaissance qui te dévore toi-même. Je dis toujours, ce métier, si tu le choisis pour le pognon, tu as fait une erreur, c'est le métier qui te choisit. D'accord, un peu comme la restauration, quoi. C'est le métier qui te choisit parce que tu as une vocation. Après, nous ne sommes pas des associations sans but lucratif, c'est pas ça. Mais les gens qui ont choisi le métier pour le fric se sont plantés. D'accord. Alors, sur Sylvia Martelor, Dieu sait si c'est la fiabilité. Le nom de Hazmat, pourquoi avoir choisi Hazmat? On sait que c'est une abréviation. Hazmat? En fait, moi j'ai fait toute ma carrière dans le pétrole et je sais que le pétrole n'a plus bonne presse, mais je pense qu'on aura encore difficile s'en passer pour un certain temps. Ou les dérivés qui seront moins polluants, et ça vient de l'anglais, c'est hazardous material. Et ce qui m'intéressait, c'est que ça finissait par un T. Désigne l'ensemble de matières dangereuses. Oui. D'accord. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'il finissait par un T, donc ça voulait dire Thierry au départ. C'est bien. Parce que je ne pensais pas que le jeune homme à ma droite voudrait venir travailler avec son vieux père. D'accord, ok. Voilà la suite. Donc ça inclut les substances chimiques, biologiques, radiologiques, je dirais bien, ou inflammables, pouvant menacer la santé et la sécurité de l'environnement, d'accord. Les statistiques de sécurité industrielle relatives aux matières dangereuses, Hazmat, en Belgique, sont gérées par plusieurs organismes officiels au niveau fédéral, les chiffres généraux indiquant un taux de 1425,7 accidents pour 100 000 travailleurs. C'est quand même énorme. C'est énorme parce que l'accident lui-même, c'est pas juste je me suis fait mal à la cheville, quoi.
C'est quand même... Mais allez, je vais être franc avec toi. Les chiffres du SPF sont bons, il ne faut pas les remettre en cause. La problématique, c'est que quand tu es victime, par exemple, d'une brûlure chimique, oui. il y a obligation de faire un rapport et d'en informer le SPF Emploi. Il y a un certain nombre d'accidents de travail où on n'informe pas le SPF. On informe l'assureur pour l'indemnisation. Et donc, ces chiffres-là sont bons, mais par rapport aux autres accidents, il y a pas mal d'accidents qui ne sont pas transmis au SPF. Donc, il faudrait quand même savoir que le nombre d'accidents de travail déclarés à la Fédération Wallonie-Bruxelles est de 193 000. C'est gigantesque. Mais tu me donnais un chiffre tout à l'heure. Oui. Dans le secteur de la logistique, statistiquement parlant, il y a 2 caristes qui perdront la vie en 2026. Ça, c'est la réalité statistique. D'accord. Donc, il y a 2 gars qui vont se lever le matin et qui ne rentreront pas à la fin de la journée à la maison. Oui. Et ça, pour nous deux, c'est une vocation, c'est quelque chose, pour nous, ça relève de l'inacceptable. Tu vois, on ne peut pas entendre ça. D'accord, effectivement. Alors, conformité réglementaire, on parle du transport routier. Est-ce que c'est encore un domaine qui est dans vos compétences, entre guillemets? D'accord, on parle de l'ADR, évidemment. Oui, tout ce qui est... Donc, vas-y. Donc, tout ce qui est ADR, ADN et RID. Donc, rail, route et fluvial. Oui, et moi, comme je viens du maritime, tout ce qui est tanker et compagnie, gaz, méthanier et compagnie, c'est mon domaine. Et l'aérien. Moi, je me suis spécialisé à un moment donné aussi dans l'aérien. Il ne me manquait qu'un mode de transport, c'était le pipeline. Et j'ai cité une société tout à l'heure, j'ai travaillé pour eux dans le pipeline. Il y a aussi, en vitesse, le stockage. Oui, tout à fait. Oui. La ventilation des bâtiments, la hauteur, la largeur, enfin bon bref, la manutention, le stockage. On est dans le statique. Le risque incendie. Voilà, c'est pas parce qu'on est en statique que ce n'est pas dangereux, il faut quelque part. Non, en fait, alors, il y a des règles de stockage. Si tu prends le stockage en réservoir, par exemple, réservoir pétrolier, réservoir gazier ou autre, une fois que le réservoir est sous contrôle, j'ai envie de te dire qu'il resterait 1000 ans en place et potentiellement il ne se passerait rien. Ce qui est la crainte, c'est chaque fois qu'on manipule la substance. Donc on fait un transfert d'un camion vers le réservoir, on retransfère du réservoir vers le camion, on transfère vers une unité de production. La crainte, c'est toujours la manipulation d'une substance. Donc si c'est une substance qui se stocke et qui se conserve très bien, pour lequel par exemple il ne faut pas des adjuvants pour éviter des phénomènes non souhaités, c'est chaque fois qu'on va la manipuler qu'il y a un danger. Si tu fais du warehousing et que tu stockes des produits chimiques, évidemment, le design de tes bidons est fait de telle sorte à ce qu'ils puissent de temps en temps un peu éliminer la surpression. Donc, il faut que ce soit ventilé. Je te rends la parole. Je te remercie. Si tu avais la dernière phrase à donner au niveau prévention, ce serait quoi? En fait, ne soyez pas gênés de poser des questions aux préventeurs que vous rencontrez, peu importe leur statut. Il n'y a pas de bête question. La seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée. C'est une excellente chose, c'est une excellente initiative. Retrouvez votre entreprise, comment on fait, sur quelle plateforme? Donc, info@asma, donc hazma-t.com. Alors, je disais tout à l'heure... Est-ce que je peux encore te dire juste un petit quelque chose? Oui. Tu mets toujours les petits entrepreneurs à l'honneur, Christian, et aujourd'hui, moi, je voudrais te dire un grand merci à Christian Quinault et à ton épouse, à Sylvia Marteleur, qui nous écoute. Parce que depuis toutes ces années, sans jamais rien demander en retour, tu nous mets en évidence. Et je voudrais pour ça te dire merci. Un grand merci, ça fait très plaisir, monsieur. Merci. Et comme ça, je l'aurais dit devant témoin. C'est gentil. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Un grand merci. Vous disiez tout à l'heure que justement, je vous rends presque l'appareil, modestement. Je disais tout à l'heure d'être très attentif. Si vous me donnez plus ou moins l'année au niveau de la prévention, je donnais tout à l'heure 24 décembre, mais de quelle année? Eh bien, si vous êtes indépendant, vous avez le projet en tant qu'indépendant en petite entreprise, revenez vers nous, je n'ai pas pu, revenez vers nous parce qu'on aura peut-être un conseil. On va passer dans votre entreprise tout à fait gratuitement, sans engagement, pour vous dire voilà ce qu'il est possible de faire. À vous de voir en dossier. Je rappelle, studio@impactradio en un mot.be ou dans un petit coup de téléphone 080 33 78 00. Vous serez contacté par la société Azmat et absolument sans aucune obligation. Je suis très heureux de vous avoir reçu en studio aujourd'hui. Je vous donnerai rendez-vous. Prochaine émission aura lieu le 16 juin. On approche doucement des congés, 8h30. Impact FM, Impact News. On parlera vraiment du petit indépendant. On parlera de producteurs. Peut-être qu'on offrira des fraises. Donc soyez attentifs. On sera peut-être là à vous offrir des fraises. Des bonnes choses. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Donne rendez-vous évidemment le 16 juin, 8h30. À bientôt. Au revoir. Impact FM, la radio qui nous rassemble tous les jours. Connectez-vous aussi